Bonjour à tous et toutes, je suis Black Magic, David Elaé. À la base, ça ne devait pas être trop une conférence, mais une discussion autour d'un apéro, mais vous êtes un peu nombreux, donc... ouais, c'est chez moi, ouais. À 14 h, je me suis dit qu'être bourré, ça serait quand même... le but, c'est de discuter d'organisation horizontale, éventuellement avec vous, mais vu que vous êtes très très nombreux, voilà, on verra comment on peut faire, et que tout le monde on puisse faire un peu le tour du sujet. J'ai mis mon numéro de téléphone et vous pourrez poser des questions directes à tout moment. En gros, j'ai préparé un support de présentation qui nous permettra de voir à peu près tous les points que je voulais expliquer et puis mettre quelques éléments clés. Donc, au fur et à mesure des questions, j'irai sur les éléments clés pour vous montrer un peu le point sur le sujet. C'est mieux. Du coup, si vous avez des questions, par exemple, s'il y a votre employeur dans la salle et que vous avez envie de poser des questions qui sont un peu techniques et vous n'avez peut-être pas forcément envie, que vous êtes timide, machin, quoi que ce soit, vous n'hésitez pas à m'envoyer un SMS, mon numéro qui sera sur toutes les slides, parce que c'est vrai que quand on parle de gestion, il peut toujours y avoir des tabous, des non-dits, et c'est important d'avoir une parole un peu libre, en tout cas que j'apporte les éléments de réponse que j'ai à ma possession. Donc voilà, voilà. Tout le monde voit à peu près le numéro. Donc, t'es patron, toi? Désolé pour la feuille d'épinard que j'ai manifestement entre les dents, apparemment, on me signale. Alors. Ah, elle était facile, je sais. Alors, qu'est-ce qui me rend vaguement compétent pour parler de ça? Pas grand-chose, mais un peu. Déjà, je vais donner un talk au GameCamp sur le sujet avec Johan Sarels de Vertical. Il pratique l'entreprise libérée, qui est une forme d'entreprise horizontale, et sur laquelle on échange pas mal. J'échange aussi avec d'autres gens sur les sujets. Notamment parce que c'est un sujet qui est cher à mon cœur. Pourquoi? Parce qu'avant, j'étais à Man Monkey Studio, qui était un studio très vertical, qui était plutôt orienté Presta et créa de jeux console, où j'avais un patron qui était quelqu'un de génial, vraiment. J'avais une chaîne de commandement au-dessus de moi c'était vraiment des gens très très bien, mais j'ai développé des frustrations créatives notamment, et des choses comme ça, et ça m'a fait remettre en cause un peu le modèle vertical, parce que malgré que j'ai des gens géniaux en face de moi, j'étais bloqué à un certain stade de mes compétences. Après, j'ai rejoint Motion Twin, avec qui j'avais travaillé sur des jeux consoles, et qui est une scope, et qui est en plus une scope un peu particulière, parce que vous savez peut-être, on peut expliquer ce que c'est une scope, mais peut-être essayer ça là, qu'est-ce que vous en pensez? Et une scope, c'est une société qui est détenue par ses salariés et qui sont des associés. Donc il y a tout plein de règles super complexes pour dire qu'est-ce que c'est une société détenue par ses salariés, mais pour la faire courte, c'est une société qui peut modeler ses statuts et sa façon de fonctionner comme elle veut. Aujourd'hui, il y a une SAS qui peut permettre de faire ça, mais à l'époque, les SARL ne pouvaient pas le permettre. On ne pouvait pas avoir des entreprises souples. Donc une SCOP, c'est un outil de production, société coopérative ouvrière de production, et c'est un outil qui appartient à ceux qui la composent. Donc la principale caractéristique par rapport à d'autres composantes, à d'autres formes de structures fluides, comme ça par rapport au SAS, c'est que là, il faut au moins 2 salariés plein temps, en CDI, et qu'il soit au moins 2 associés. On ne peut pas monter une SCOP s'il y en a moins que ça, moins que des plein temps ou moins que 2 salariés. Donc ça, c'est une spécificité. Aujourd'hui, avec une SAS, on peut faire l'équivalent d'une SCOP assez facilement, parce que les statuts sont libres pour une SAS. Et donc, j'ai travaillé à Motion Twin pendant 4 à 5 ans, et c'est une des plus vieilles sociétés de jeux vidéo en France, puisqu'elle existe depuis 2001. Elle a 17 ans, et c'est une des sociétés qui a eu... Je pense que c'est la société qui a eu le meilleur retour sur investissement par actionnaire ou par salarié, de très très loin de tout ce que vous pouvez imaginer en France depuis l'histoire des sociétés de jeux vidéo, pour la simple bonne raison que c'est eux qui ont posé les bases du modèle free-to-play quand le mot free-to-play n'existait pas. Donc je vous laisse imaginer l'ampleur du truc quand tu es tout seul sur un marché qui n'existe pas. Après, j'ai quitté parce que la société devait perdre de la masse salariale. On discutera peut-être du sujet, mais c'est pas le cœur du truc. Et du coup, on a décidé de relancer une aventure qui est un tout petit peu moins horizontale, mais qui est intéressante aussi.
Donc à côté de ça, je suis aussi trésorier adjoint dans Papitou, qui est un collectif, c'est une maison d'édition numérique. En gros, on propose un outil qui permet aux artistes de publier eux-mêmes leur contenu culturel. Mais nous, on apporte juste de la technique et de l'outil et on les informe sur comment on fait ça bien et comment on met en place des choses pour arriver à leur fin. Leur but, c'est d'avoir une œuvre qui vit et d'en vivre éventuellement. Donc nous, on fournit tous les outils pour faire ça et encore une fois, on est très horizontal et ça nous permet que chacun trouve sa place dans son continuum culturel et de vente. Ça compte, quoi. Et j'ai aussi cofondé Angoulême JV, qui est un club de créateurs de jeux vidéo à Angoulême. Et Angoulême, c'est une petite ville, mais c'est un club qui a environ 20 studios, ce qui fait le plus fort ratio de studios par habitant dans les villes en France, pour la simple et bonne raison, c'est que c'est près de l'Engmin, donc ça essaime énormément des petits studios, et j'étais un des premiers à aller chercher les indépendants dans les soirées, et pour dire, est-ce que tu fais des jeux ? La plupart des clusters, à l'époque, ne comptabilisaient pas les indépendants, et on a dit, bah, Angoulême, la spécificité, c'est quand même que c'est petit, donc... Donc le but, c'est aussi On m'envoie une facture, du coup. Merci, David. Et du coup, c'est assez important de mettre en place des structures adaptées à une physionomie du terrain. Ça, c'est quelque chose qui est fondamental dans l'horizontal. C'est qu'on renouvelle et on réinvente la structure et la chaîne de décision en fonction de la taille des gens qu'on a à gérer. Plus on va monter dans les effectifs, plus on va devoir s'adapter et mettre en place des choses efficaces. Et ça, c'est une des premières bases. T'as oublié le Headbang Club ? Ah ouais, j'ai oublié le Headbang Club. Ah ouais, je suis aussi le refondateur du Headbang Club. On est une société de jeux vidéo qui créons des jeux métal. Et on a essayé de mettre en place des choses un tout petit peu innovantes sur la façon de procéder. C'est-à-dire qu'on n'est pas purement vertical ou purement horizontal. Mais j'expliquerai ici un petit peu le modèle. Et donc c'est une société qui va bientôt avoir 2 ans, dans 6 mois. Donc voilà, c'est mon premier studio de jeux vidéo que je fonde et que j'ai fait avec des copains que j'aime énormément et qui m'a permis de valoriser leur travail. Et c'est quelque chose, ça me touche beaucoup, mais je pense que c'est pas forcément l'expérience la plus prégnante pour parler de ces trucs-là. Souvent, les gens, ils ont besoin d'avoir des exemples de sociétés qui fonctionnent bien. Quand on dit Emotion Twin, il n'y a pas de management et ça a vécu 17 ans embrassant des dizaines de millions d'euros. C'est un peu plus convaincant, donc c'est pour ça que je ne parle pas forcément de ça. Donc avant de vous laisser un petit peu plus la parole, je pense qu'il est important de rappeler que l'organisation horizontale, je fais souvent des bilans sur ce qui se fait, c'est un domaine qui est très peu étudié. Il y a très peu de recul parce que les sociétés qui ont popularisé le modèle, aujourd'hui c'est Valve, c'est Motion Twin, puis GitHub, dans les très grandes sociétés qui ont beaucoup d'argent. Et c'est des sociétés qui sont encore en train de se réinventer. Valve réinvente des process régulièrement, en discutant avec les gens de GitHub. Des fois, on a eu des discussions entre certaines sociétés. Aujourd'hui, il y a Vertical. Il y a un certain nombre de scopes jeux vidéo qui existent, mais il n'y en a pas beaucoup, et c'est difficile à faire fonctionner. Il y a quand même des choses qui sont intéressantes. Donc, il n'y a pas toujours des grandes vérités. Il n'y a pas des théorèmes beaucoup et des choses établies. Il n'y a pas de manuel pour faire une bonne scope aujourd'hui. Il y a assez peu de recul, du coup. C'est un domaine qui est très, très jeune. Donc en refaisant les bilans régulièrement, on épluchant ce qu'on trouve sur Internet. On trouve des choses sur l'entreprise libérée, encore pas beaucoup, sur des process agiles, sur des choses comme ça. Mais aujourd'hui, l'auto-organisation, même en cherchant pas mal sur Internet, on trouve assez peu de documentation. Donc nous, quand on va chercher à savoir comment on fait fonctionner ça, on va aller chercher du papier de recherche, on va aller chercher de la conf Gamma Sutra, on va aller chercher des éléments ici et là qui sont importants. Et j'ai pas trouvé beaucoup de documentation. Il y a 1 ou 2 livres sur Amazon qui sont un peu clés, mais il y a quand même une spécificité par rapport aux jeux vidéo, c'est qu'on est avec des acteurs qui sont des artistes. Quelque chose que moi j'ai vite vu, c'est qu'en travaillant à Motion Twin, on était 17 à l'époque, et j'avais 17 personnes qui étaient très différents d'une personne que tu croises dans la rue. Je sais pas, vous connaissez peut-être tous Nicolas Canas ou Deep Night, qui sont des game designers qui sont à la pointe en France. Quand vous parlez avec ces gens-là, vous vous dites pas que c'est un monsieur tout le monde. C'est des gens qui sont spéciaux, qui sont hyper sensibles, hyper créatifs, hyper logiques, qui ont des QI très élevés, qui sont forts, ils sont confiants, des fois ils sont tristes, demain ils vont être déprimés.
c'est des gens très différents et qui ont un ego, un sens du jeu, un sens du rythme, un sens de l'acuité des couleurs, qui sont hors normes. On est tous des gens hors normes quand on fait du jeu vidéo en fait. Et ça demande aussi de réfléchir à comment on organise le travail de gens hors normes. C'est profondément intéressant de se dire que des gens qui sont hypersensibles, qui par exemple, ils vont voir une couleur, ils vont dire c'est moche, c'est beau, ils vont jamais dire c'est rouge. Ils vont voir un screenshot et à 60 fps, ils vont voir une frame qui saute. Il y en a qui vont péter un câble, il y en a qui vont... Enfin, on a tous des réactions différentes. On n'a pas des réactions de joueurs standards. On a une acuité, on a une finesse, on a des choses qui nous amènent à dire on fait partie de ce monde des créateurs de jeux vidéo, ou des créatrices d'ailleurs. Et ça demande un aménagement spécifique. On ne peut pas gérer... Il y a beaucoup de créateurs de jeux vidéo qui ne sont déjà pas gérables. Enfin, je veux dire, il y a toujours des superstars, des machins, etc. Je ne vous fais pas l'éventail de toutes les possibilités. Mais du coup, il y a des choses qu'on peut faire en étudiant soit la psychologie cognitive, soit la médecine, sur comment ça se passe, un artiste, qu'est-ce que ça crée comme biais d'être artiste peindre, par exemple. J'ai retrouvé de la documentation des années 1800, où des gens décrivaient très précisément le phénomène de dépression après avoir peint une œuvre, des phénomènes de bipolarité attenant au fait de créer plus, et tout plein de choses cognitives comme ça qui sont très intéressantes d'étudier et qui font qu'il y a beaucoup de gens qui croient qu'ils sont différents, mais en fait leur cerveau a un fonctionnement différent et ça induit des comportements différents et des symptômes et des syndromes, on appelle ça, c'est une collection de façons de fonctionner, qui sont assez différents. Et en utilisant des managements plus horizontaux, on peut essayer de prendre en compte ces différences et d'adapter la façon de travailler pour libérer le plein potentiel. C'est ça qui m'a frappé à Motion Twin, c'est que c'est des gens qui ont libéré leur plein potentiel. Ils n'étaient pas écrasés, pas démotivés. Et quand ils balançaient la purée, ils font des choses incroyables. Avec Dead Cells, c'est une team de 2 à la base. Ça a duré longtemps à 2, ça a fait un continuum, machin. C'est des gens qui ont appris énormément, qui ont été souples, qui ont été agiles, et c'est des gens qui... Enfin, tout le monde ne peut pas faire ça. Bon, par exemple, Nicolas Canas, qui est une des personnes qui a créé le langage Axe, il écrit des compilateurs le week-end pour se marrer. Le premier prototype de Axe, il a écrit en 15 jours. Et dans une société comme Motion Twin, il a été décidé qu'un compilateur lent, c'était chiant. Peut-être qu'on pouvait réécrire un compilateur. Donc l'équipe lui a dit, on donne 15 jours, tu reviens avec un compilo. Si ça tourne, ça tourne. Si ça ne tourne pas, on passe à la suite. Mais c'était un investissement qui permet de sauvegarder des heures de travail à des gens comme Benjamin Soulet ou Deep Night. Et sauver des heures de Deep Night, je peux vous avouer que c'était du cash à l'époque déjà. Quand on travaillait avec Prezi, c'était énormément d'argent, quoi. Donc Motion Twin a développé ses compétences. Moi, j'y étais pas à l'époque. Donc, disclaimer total, je ne suis pas un des fondateurs de Motion Twin ou je ne sais pas quel bullshit qu'on peut lire ici ou là. J'ai fait partie de l'aventure, c'est des gens que j'ai observés. Et j'ai un tout petit peu contribué au compilateur Axe, mais ce n'est pas forcément moi qui étais à l'initiative de tout ça, quoi. Le fondateur de Motion Twin, celui qui a porté les valeurs, s'appelle Benjamin Soulet, et qui a pris cette équipe, qui est quelqu'un qui a une bonne culture politique et qui justement a instauré ce modèle vertical, là où il y avait peu de ressources. À l'époque, Internet, c'était balbutiant. Donc il avait vraiment cette vision de la société Motion Twin, quoi. Bon, on va faire... alors, des questions ? On dit qui croit, pas qui croivent. Ok, très intéressant. Un développeur est un artiste. Je pense que quiconque code un jeu se rend très vite compte de la dimension créative de coder. Ça demande énormément de connaissances abstraites. Et quand on voit des gens comme Deep Night ou Boom Doom ou Nicolas Canas coder, t'as aucun doute sur le fait que c'est un art. Est-ce qu'un marketeur est un artiste ? Ça dépend de la façon dont il fait les choses. Il y a l'art au sens de l'œuvre et il y a l'artisanat de la création de l'œuvre. C'est des choses un peu séparées. On va peut-être pas rentrer dans la sémantique de ça. Vous avez des questions ou... Sinon, j'avance un petit peu. Ah bon, il faut bien faire un peu de pub. Donc ça, c'est les qualités que j'ai isolées dans un management horizontal. Donc la discussion, déjà se parler, en fait, pour des gens qui sont artistes, c'est pas un automatisme. Il y a beaucoup de gens qui préfèrent dessiner que se parler. C'est souvent ce qui est constitutif de quelqu'un qui va dessiner professionnellement. Donc c'est pas négligeable.
La motivation, quelqu'un qui n'a pas de management mais qui se donne des tâches lui-même, parce que c'est aussi de ça qu'on parle quand on est en horizontal, ou qui se donne une grande partie de ses tâches, on reviendra sur la mécanique d'allocation et des choses comme ça, c'est quelqu'un qui est profondément motivé, parce qu'il va toujours aller dans un sens où il apprend quelque chose qui le motive. La motivation, aujourd'hui, en termes de modèle cognitif, on estime que ça te permet d'apprendre au moins une fois, mais sinon 3 à 4 fois plus vite. Et on a tous... Moi, j'ai un exemple qui est hyper simple. C'est que j'ai un pote qui, à un moment, il a voulu faire de la batterie. Et il s'est acheté une batterie, et en 15 jours, il savait jouer des morceaux de Metallica à la batterie, parce qu'il ne s'est pas arrêté de jouer de la batterie. C'est pas quelqu'un qui est allé au conservatoire, qu'on a collé au conservatoire, et qui s'est dit, je vais apprendre la batterie en passant par toutes les autres. Non, il a tout cramé, et c'est quelqu'un de brillant, et il s'est dit, je veux faire que de la batterie. Et quand on est dans une organisation horizontale, on devient, par acquisition de mécanique, de la passion et l'exploitation de sa propre passion, on devient des gens très performants sur ce qu'on aime faire. Parce que quand on aime faire quelque chose, ça libère de la dopamine, on est à fond. Quand on n'aime plus faire, bah justement, c'est là qu'on passe en mode devoir. Et souvent, dans les organisations verticales, une fois qu'on passe en mode devoir, c'est là qu'il peut y avoir des petits soucis. C'est qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on essaye de continuer et on finit dans un état correct? Est-ce que machin? Il y a Benjamin Soulet qui disait souvent moi, j'arrête de bosser sur un jeu quand j'en ai marre et il release. Mais tant que j'en ai pas marre de ce jeu, je continue à travailler dessus. Parce que ça le passionne. La transparence, donc ça c'est quelque chose qui peut être important. Je reviendrai un peu sur les défauts. Donc pour moi, ce qui est important dans la verticale, c'est la transparence. Quand tu vois tous les jours les revenus et que tu sais d'où ils viennent, d'où ils sortent, où ils vont, comment tu les crames, c'est quand même très très important de pouvoir avoir ce genre d'outils et ça peut permettre de motiver les gens. Quand ils voient que directement ils font une journée, un patch sur le jeu et que ça augmente les ventes, quand un marketeur il voit qu'il fait une vidéo, il a les chiffres, il regarde les chiffres et il voit qu'il en a vendu 100 de plus, bah voilà, il est infiniment plus efficace, quoi. Il sait ce qu'il doit faire. Il a un rétro-feedback instantané de ce qu'il peut faire. Et à contrario, ça peut être toxique, mais ça, on en parlera un peu après. Ouverture, innovation. Il y a des capacités d'innovation qui sont débloquées par le fait que des gens sont passionnés. Comme je disais, voilà, Nikon Nakanes qui code un compilateur en 15 jours, il n'aurait jamais pu faire ça dans n'importe quel type de société. C'est très très rare. Il y a peut-être Facebook qui ont un peu fait ça avec leur langage, en tasquant quelqu'un. Mais quand quelqu'un est très pivot d'une société, c'est difficile de le détacher et de dire aujourd'hui tu vas nous débloquer un problème, on te donne 15 jours, tu te démerdes. Même Facebook, ils sont un peu sur des modèles un peu plus Facebook, ouais, de plus en plus dans la Silicon Valley, il y a des modèles horizontaux. Par exemple, chez Microsoft, c'est des clusters de 40 personnes qui s'autogèrent et c'est tous les clusters qui collaborent ensemble. Enfin, il y a plein de choses qui se font, mais c'est pas encore très public parce qu'ils expérimentent. Ceux qui sont connus, c'est plutôt GitHub, Valve, Spotify. Même GitHub, on voit qu'ils retournent en arrière. Ils veulent rajouter un peu de ce qu'on appelle des middle managers et des layers intermédiaires pour pouvoir arriver à avoir de la gestion de projet. Parce que quand on est à l'horizontale comme ça et qu'on se regarde tous avec le même niveau, on a tendance à regarder le quotidien et peut-être perdre le long terme de vue. Donc ça, c'est important aussi. Il faut toujours avoir des outils de gestion du long terme, du court terme. Et c'est là que les méthodes agiles et certains artefacts peuvent être très puissants. Quand on fait du Scrum, etc., c'est pas parce qu'il y a un gestionnaire qu'il y a un chef. C'est pas parce qu'il y a un lead qu'il n'y a pas un manager. Profondément, au début, tu as des gens qui vont porter des grosses parties de projet ensemble. C'est pas plein de gens avec plein de compétences qui vont porter un petit bout. Ça, je pense que c'est important de comprendre que on crée une forme d'autonomie un peu dictatoriale de ce que j'appelle la dictature de ceux qui font. C'est pas la dictature de ceux qui collaborent. C'est assez important. Souvent, c'est des organisations qui commencent par des gens qui sont très moteurs, très locomotives. Et c'est eux qui vont dire « j'ai besoin de management, j'ai besoin de suivi, j'ai besoin de plus ». Ça ne part pas du management, ça part des gens. Donc c'est pour ça que, voilà, on en vient souvent à parler d'horizontalité, c'est parce que ça part toujours des individus et de la base. On part rarement d'un groupe. J'en parlerai un petit peu après, comment on scale de ça, comment on fait en sorte pour monter dans les échelons, qu'on essaie de garder des groupes cohérents, parce qu'il faut que ce soit des gens qui collaborent. Mais ça, c'est encore un autre problème.
c'est déjà plus compliqué, c'est plus avancé, mais j'en parlerai un petit peu. La formation, ça c'est un truc qui est crucial, c'est qu'en termes de formation, et ça a été bien étudié, c'est les gens qui n'ont pas de manager et qui s'auto-forment sont très très performants. Ils vont aller très très loin dans la motivation d'apprendre et d'exceller. Par nature, les gens ils veulent exceller. Ils ne veulent pas rester dans quelque chose un peu médiocre. Ils veulent faire le mieux possible. Donc c'est là que le groupe peut rétro-contrôler et permettre de faire des choses, mais par nature, c'est quand même quelque chose qui ressort énormément sur toutes les populations qui ont été étudiées. C'est la formation et l'auto-formation, la capacité d'auto-formation et d'automotivation des gens qui sont gérés comme ça, qui se gèrent comme ça, est très très importante. Alors, on me dit, faut-il être ami pour réussir une organisation horizontale? J'ai pas vu de données dessus, et c'est intéressant. Je pense que c'est crucial. J'ai tendance à penser que non, parce qu'il y a des gens qui sont pas forcément amis et qui travaillent bien ensemble. Quelque chose qui est peut-être intéressant à dire, c'est que une organisation horizontale, c'est politique. On crée une démocratie. Ça, c'est la première pierre angulaire. Et je pense que la plupart des gens qui se plantent, c'est qu'ils n'ont pas compris qu'ils avaient créé une démocratie, de facto, et qui, du coup, nie un peu le côté politique des choses. Quand on est dans un management... c'est complètement une démocratie, parce que c'est la tyrannie de ceux qui font. Ça peut être la tyrannie des leaders naturels si on ne met pas des garde-fous. S'il y a un vote à main levée, c'est-à-dire qu'il y a une exposition de la personne, des mises en avant, ça veut dire qu'il y a tous les artefacts politiques de la posture, de la langue de bois, du complot. Tous les artefacts politiques sont à l'œuvre dans une organisation horizontale. Fondamentalement, c'est une petite démocratie, mais ça reste une démocratie. Par exemple, on peut évoquer le cas de Valve, où il y a eu des groupes qui se sont érigés en autorité de l'esprit de ce qu'était Valve, au détriment d'autres groupes, et qui ont appliqué des mouvements sociologiques de bully, de harceleurs. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont dire « Ah ben non, mais c'est ça qu'il faut faire ». Ils vont dire « Regardez, on va se moquer de cette personne ». Des gens qui vont dire « Ça, c'est la mécanique des harceleurs et des harcelés ». Il y a des observateurs, il y a des passifs, des actifs. C'est toute la théorie cognitive du harcèlement qui est assez intéressante à diguer. Je ne vais peut-être pas aller trop en profondeur. Mais en gros, à partir du moment où on met en place une démocratie, ça veut dire qu'il y a des artefacts, il y a des polices, il y a des règles, il y a des lois, il y a des corpus. Il y a tout un tas de choses à régler. Au moment où on génère cette démocratie, peut-être que le point clé, et ce que j'aimerais faire passer, c'est que tout se pense. Il y a un code des lois, c'est les statuts de la société. Il y a des règles de conduite. Quand ça va bien, qu'est-ce qu'on fait? Quand ça va mal, qu'est-ce qu'on fait? Quand on doit gérer des crises entre les personnes, comment ça se passe? Il faut se former. Une bonne démocratie vivante, elle apprend sur elle-même, elle fait des retours, elle se forme. Se former à des techniques de désamorçage, de gestion de crise. Se forcer à des techniques cognitives, par exemple, pour que quelqu'un d'hyper rationnel puisse parler avec quelqu'un d'hypersensible sans qu'il finisse par se taper dessus. Parce que ça, moi, on a le cas avec Guillaume régulièrement. Lui, il est quelqu'un sur le spectre très très sensible. Je suis quelqu'un sur le spectre très très empathique et très très rationnel. Et des fois, on parle de la même chose, on ne se comprend pas forcément. Et il faut qu'on arrive à chaque fois à trouver comment on peut se parler, s'échanger des arguments, sans rentrer dans un mode défensif. Quand on passe en mode défensif, en mode reptilien, on n'écoute plus les arguments, on est plus rationnel. Et de base, ça part en live. Quelqu'un d'hypersensible, c'est quelqu'un qui, de base, démarre dans un mode défensif une conversation. Comment on fait? On commence par l'inviter à activer, par exemple, son cerveau limbique. On lui dit, est-ce que tu ne penses pas que ça, qu'est-ce que tu penses de ça, ça? Au moment où il va verbaliser, il va utiliser une autre partie de son cerveau qui n'est pas celui de l'émotion de la création et qui va être celui de l'analyse. Et à ce moment-là, on peut commencer à entamer un dialogue. C'est des trucs super fins qui sont... Je ne peux pas en parler parce que ça prend des heures et des heures, mais apprendre à collaborer avec des personnalités qui ont des types qui sont très très différentes, faut se former là-dessus. Ça peut être intéressant parce qu'il y a des gens qui vont être écrasés sous une forme de management. Par exemple, nous on a eu le cas où dans l'horizontalité de Motion Twin, il y avait des leaders naturels qui écrasaient des gens moins leaders et qui du coup se parlaient pas bien et ça se passait pas bien entre ces deux personnes parce que la paire était toxique. Et une fois que tu as une paire toxique, c'est très difficile d'en sortir. Il y a tout un tas de mécaniques à utiliser pour désamorcer cette paire toxique. Et ça demande notamment de la formation et de la compréhension, de l'empathie et des constructions de discussion, de feedback et des constructions cognitives précises, quoi. Ouais. Il n'y a pas des profils à
chose par le... Ah, pardon. Ouais, mais j'ai une voix qui porte, non? Ah oui. Faut tout que je redise. Est-ce qu'il n'y a pas des profils qui seraient incompatibles avec l'horizontalité, du coup? Alors, il y a deux niveaux de réponse. C'est pour ça que j'ai montré cette slide. On va repartir des mots-clés, puis après je reprends ta question si tu veux. Quand il y a discussion, il y a conflit. C'est l'humanité. Hein. Quand il y a motivation, il y a aussi démotivation. La motivation, donc en gros, on génère de la dopamine, on se motive. Ça dure 2 ans, et l'amour s'arrête avec son projet, ou son prochain, sa paire, son binôme. Comment on renouvelle l'amour, etc. Bon, ça, je vous renvoie aux bons bouquins qui vont bien. Hein. La transparence, ça veut dire ouvrir au champ des attaques. Comment tu fais quand tu as une équipe, toujours dans l'horizontalité, il y a une équipe qui est horizontale en interne et qui rend des comptes par rapport à une autre qui est aussi horizontale. Eh ben, ça ouvre le champ des attaques. S'il y en a une qui est moins performante, comment on fait pour résoudre les problèmes thématiques de revenus, etc. L'ouverture, ça demande de faire de la politique et ça amène à des mouvements politiques, ça amène à des postures, ça amène à des complots, ça amène à des clics. L'innovation, ça veut dire qu'on peut créer de l'enfermement. Quand on innove trop et qu'on est trop différent, on peut s'enfermer dans ce qu'on appelle des boucles de rendement faible. C'est-à-dire qu'on est dans une zone d'innovation et puis on n'arrive pas à passer à un cap. Du coup, on commence à s'enfermer. La formation, ça peut mener aussi, quand on ne fait que se former, on peut s'entêter, prendre des nouveaux chemins pour sa carrière qui sont plus compatibles avec le groupe. Donc l'autodétermination, le pendant serait les leaders naturels. Le partage, ça peut mener à de l'insincérité. On collabore pour collaborer, mais on n'a plus de passion dans ce qu'on fait, etc., etc. Le succès, comment on juge le succès? Je me suis engueulé avec des gens de Google sur qu'est-ce que c'est un succès, qu'est-ce que c'est un bon jeu. Combien de fois dans ma carrière j'ai entendu « ça c'est un bon jeu ». Et pour moi, c'est un jeu pourri. Je le déteste, je ne ferai jamais un jeu comme ça. Mais on dit c'est un bon jeu parce qu'il fait de l'argent. Ah, non, c'est pas ça. Et la résilience, parce que les gens qui sont dans une scope sont très résilients, ils peuvent endurer beaucoup, ça mène à des effondrements. Donc dans les managements horizontaux, c'est quand même les sociétés où il y a... C'est à la fois les sociétés les plus robustes, parce qu'elles sont très difficiles à faire tomber. C'est aussi des sociétés où il y a un énorme taux de turnover et un énorme taux de burn-out, parce qu'il y a énormément de sociétés horizontales qui ne se forment pas. Elles ne sont pas formées aux mécaniques, elles ne sont pas forcément formées à la théorie, où il n'y a personne de formé dans l'équipe qui peut essayer de modeler une dynamique de groupe. Donc, pour revenir à ce que tu dis, la réponse officielle, c'est on ne sait pas. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a des gens qui ne vont pas être compatibles avec certains types de fonctionnement. Pour les fonctionnements majoritaires, clairement, on pense aujourd'hui, en tout cas avec Johan, on en discute, c'est qu'il y a des gens qui ne sont pas faits pour faire ça, effectivement. Parce que soit la structure n'est pas adéquate. Par exemple, c'est une structure qui est très politisée, qui demande d'avoir la capacité à mobiliser d'autres gens. Parce que si tu n'as pas la capacité à mobiliser d'autres gens, tu ne peux pas faire avancer le projet par toi-même. Et tu deviens une forme de salarié. C'est ce qu'on disait, parce que quand on était associé, on n'était pas 11 salariés. On était 11 entrepreneurs. On était 11 patrons. Et quand tu as 10 patrons, c'est dur. Et quand tu as un salarié parmi 11 patrons, c'est un problème. Donc ça demande des aménagements, ça demande d'isoler la personnalité, de savoir comment elle peut fonctionner avec d'autres personnes. Quelqu'un qui est très passif dans un environnement très actif, soit on la prend comme elle est et on essaye de faire avec et de faire en sorte que ça se passe bien, soit à un moment, il y en a marre et voilà, il faut qu'il se passe ce qui se passe. C'est pour ça que, par exemple, Motion Twin, il y avait un assez fort taux de turnover, c'est qu'il y avait à peu près 10 à 20% des salariés qui partaient chaque année. Par rapport à vos sociétés, à mon avis, c'est assez énorme. Alors, les départs, il y a 2 grandes raisons, mais en fait, il y a 80% des départs, c'est que les gens ne se sentaient plus en adéquation avec le groupe. Soit ils avaient envie de faire leur travail d'une certaine façon et on leur demandait des choses, parce que le peer pressure, la pression sociale, est énorme dans ce genre de groupe. On attend beaucoup de toi. Soit c'est tout simplement quelqu'un qui n'arrivait plus à s'entendre avec une majorité d'autres gens, ou qu'il y a quelqu'un qui était particulièrement toxique, qui a réussi à convaincre les autres, qui ne pouvait plus bosser avec cette personne, et qui avait suffisamment de poids pour dire c'est moi, ou c'est lui, ou c'est elle. Et alors là, voilà, pareil, on est coincé. Donc ça, c'est un sujet qui est très compliqué, c'est pour ça aussi qu'il faut se former, c'est pour savoir comment on gère ces gars. Aujourd'hui, je pense que c'est pas possible, tout le monde n'est pas adapté à vivre dans ce genre d'environnement, parce que il y a aussi, ça peut créer trop de stress, trop de burn-out. Et ça peut aussi créer des gens qui ne sont pas confortables, ça peut créer des situations vraiment difficiles. Ouais.
Donc il y avait la suite de la question, c'était comment gérer une crise ou un désaccord quand on était à l'horizontale, un membre qui ne travaille pas par exemple. Il y a deux aspects à quelqu'un qui ne travaillerait pas. Il y a la personne qui ne travaille effectivement pas et la personne qui renvoie l'impression au groupe qu'elle ne travaille pas, mais qui peut travailler. Moi, ça m'est arrivé d'avoir des phases où je travaillais énormément et où les gens considéraient que je ne travaillais pas parce qu'ils ne comprenaient pas ce que je faisais. C'était immontrable. Par exemple, j'allais gratter 1, 2, 3 FPS sur mobile en faisant des refactorisations massives du moteur, en allant débugger des fonctions OpenGL très avancées. Et quand je les mettais en place, ça allait beaucoup plus vite. Mais ça demande peut-être des semaines de travail, peut-être que c'est super compliqué. Débugger sur un mobile, c'est l'enfer, il faut uploader des versions tout le temps, etc. Donc ça m'est arrivé, ce genre de situation, et c'est très difficile à vivre humainement, parce que on ne sait pas où est le projet, on essaye d'avancer, et en même temps, les gens disent qu'est-ce que tu fous ? Donc là, il y a des artefacts à utiliser, des artefacts agiles, les stand-up, les meetings, les scrums, et tout un tas d'outils qui sont intéressants à déployer pour essayer justement toujours d'avoir quelque chose de sain dans la communication, dans la compréhension de ce que chacun fait. Mais c'est pareil, les métiers de soutien, c'est très très difficile à faire évoluer dans ce genre de structure. S'ils n'ont pas été identifiés comme métiers de soutien, c'est des gens qui prennent le poste de soutien, c'est très difficile de quantifier est-ce qu'ils sont bien, est-ce qu'ils vont être bien. Donc quelqu'un qui ne travaille vraiment pas, en général, il ne dure pas longtemps, parce que la pression sociale est telle, et t'as 11 personnes qui te demandent des comptes. En général, tu craques super vite. Si t'es pas bien dans tes baskets et que tu réagis pas en disant « Ok, mais je vais vous montrer ce que je fais, j'essaie de vous expliquer, je vais essayer de vous mettre devant le truc », et que ça passe pas, forcément, tu vas claquer, quoi. Voilà, donc c'est arrivé. Il y a aussi autre chose qui peut arriver, c'est quelqu'un qui a trop de pères toxiques dans tout le groupe, qui n'arrive plus à bosser avec personne, se retrouve isolé, en général, il part tout seul parce qu'il sent bien qu'il est plus dans le mood, il est plus dans l'énergie du truc. Vas-y. C'est une question à 10 heures de cours, mais première heure, il faut établir ensemble un process et créer l'esprit d'entreprise. Tout comme dans une entreprise avec un patron qui, en général, instaure un esprit de l'entreprise. Par exemple, mon patron précédent, il disait on va faire du kart, ça va être ça les process, on va passer comme ça. Et je pense que ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas trop, justement à Motion Twin, et qui aurait pu être intéressant, c'est de savoir qu'est-ce qui nous unit tous, qu'est-ce qui fait de nous un groupe cohérent. Donc ça, je pense que c'est quelque chose à définir. À l'époque, à Motion Twin, on avait 12 mois de tests pendant lesquels on était au SMIC Motion Twin, l'équivalent de 2000 € net à l'époque. Et après, on passait associé et puis on accédait à un droit de vote plein et à être associé. Et avant ça, on était juste consulté. Donc il y avait cette espèce de période de rodage où on commence à essayer d'être consulté, de donner son avis, de prendre des initiatives. Mais comme tu es regardé par 10 personnes, ça peut être compliqué et tu peux être dans la séduction plutôt que dans la persuasion. Et il y a plein de petits biais qui peuvent jouer. Il y a des gens où ça s'est arrivé, après l'année, ils sont devenus associés, et après c'était l'enfer. Et il y a d'autres gens qui ne sont jamais intégrés parce qu'ils n'ont jamais voulu être potes avec tout le monde. Il y a des gens qui ont été montrés du doigt et qui après ont été écrasés et qui n'ont jamais pris l'envergure d'un associé. Le corpus des anciens contre les nouveaux, c'est un très très gros problème à traiter vraiment impérativement. Il faut avoir des process. Aujourd'hui, il faut décider de vos process. En fait, il faut décider de votre code des lois. Il faut que dans votre code des lois, vous traitiez de l'adhésion des nouveaux et des anciens. Il faut aussi traiter des discussions. Qu'est-ce que c'est le process pour discuter, pour s'informer? Créer des cercles vertueux, par exemple. Créer des méthodes de feedback saines. Créer des façons de travailler saines. Donc, par exemple, dans les outils pour faire ça, je parlais du Scrum, de la méthode XP. Le Perfection Game, ça c'est vachement important. C'est comment on fait des feedbacks honnêtement. En France, le feedback, c'est un peu la caricature. C'est de la merde, c'est trop bien, c'est pourri. Et c'est très important de mettre rapidement en place des artefacts agiles pour dire comment on dit à quelqu'un que son travail n'est pas au niveau de ce que moi j'éprouve, parce que c'est avant tout mon émotion que je dois transmettre. Si je dis juste je fais de la merde, ou tu fais de la merde, c'est quelque chose de toxique, parce qu'automatiquement on place un niveau de valeur, un niveau d'échelle les uns par rapport aux autres, alors qu'en fait c'est tes émotions qui sont véhiculées. Donc pour revenir à ta question, qui est comment on intègre les nouveaux,
Celle-là, c'est compliqué. Il faut apprendre des choses ensemble. Et il faut se fixer un corpus qui permet d'unifier l'esprit du truc, quoi. C'est pas seulement l'intégration des niveaux, mais c'est aussi la sélection. Si c'est le moment d'engager un dev, est-ce qu'on déplace l'équipe au complet pour interviewer les nouveaux devs Bah, du coup, on a fait ça pendant des années, donc on a tout testé. On a testé les tests pendant 2 semaines et la personne est de nous rendre un objet. On a testé des interviews avec tout le monde. On a testé des interviews en petit comité, puis avec tout le monde, etc. etc. Quelque chose qui est important et qui ressort, c'est que les communautés horizontales qui fonctionnent bien, c'est des communautés avec des individus qui sont déjà assez excellents à la base. Ça, c'est quelque chose qui est isolé et qui a été calculé. C'est pas forcément de facto, quoi. C'est vraiment, il y a des gens, quand ils ont étudié les corpus, c'était déjà des gens qui ressortaient du lot. Je pense que ce qui a vraiment fonctionné le mieux à Motion Twin, c'était que c'était des gens avec qui on avait bossé, qu'on avait fait des game jams, on avait fait des projets ensemble, d'où l'importance de rester ouvert face à l'extérieur, et qu'on a intégré efficacement comme ça. Chaque fois qu'on a fait des tests de recrutement, et j'ai essayé moi-même, j'étais recruteur à cette époque, de faire des choses. Franchement, c'était un peu un échec. Moi, je peux le dire aujourd'hui, on s'est pas mal planté sur pas mal de recrutements. On a testé des recrutements où on s'est planté. Et aujourd'hui, je pense que le plus efficace, c'est une espèce de forme de cooptation. C'est trouver des gens qui nous ressemblent suffisamment pour que quand ils arrivent dans le groupe, ça le fasse. Et c'est trouver une dynamique commune. Tu vois, à la fin, ce qui se passait souvent, c'est qu'on faisait des game jams avec plein de gens autour de nous. Et quand on repérait quelqu'un avec qui la paire fonctionnait super bien, avoir des paires qui fonctionnent déjà dès qu'ils arrivent, c'est super royal, quoi. Donc, la deuxième partie de la question, c'est comment on recrute. Bah, la réponse de politicien qui est importante, ça fait dépendre de ton code des lois. La deuxième réponse, pour moi, avec l'expérience, c'est qu'il faut créer des paires qui fonctionnent ad hoc. Ça, c'est bien. Enfin, faut pas les créer, du coup, SDECO. Vas-y, une petite question. Comment tu gères la toxicité des membres si ces membres est justement excellent, brillant et là depuis un moment, enfin, là, tu parles d'excellence en fait. Ouais. Et du coup, moi je peux pas m'empêcher de me dire que l'excellence est souvent accompagnée aussi de symptômes. Ouais, c'est le propos, hein. Ouais. Comment tu gères une toxicité émergente chez un collaborateur ? On revient à la théorie du harcèlement, du coup. C'est là-dessus, c'est mon outil. Alors, mon outil, c'est de dire qu'il y a des gens qui vont être harceleurs, des gens qui vont être harcelés. Qu'est-ce qui se passe dans cette théorie ? Un harceleur, c'est quelqu'un qui a peu d'empathie pour son harcelé. Donc, quand on va faire parler les gens ensemble, ils vont développer une relation et ils vont se faire confiance, s'expliquer les choses et ça va annihiler, si tu veux, la période toxique. En complémentant, et il faut faire de la formation pour que les gens puissent isoler eux-mêmes leur propre comportement toxique. Ça arrive souvent. À une certaine échelle, être capable que tout le monde soit formé au RH, par exemple, pour isoler les personnalités et les façons de communiquer des uns des autres, et que les gens arrivent le plus vite possible à détecter leur propre toxicité, c'est très important aussi. Malgré tout, tu peux avoir des corpus qui vont essayer de faire des mouvements politiques, comme des complots, ou comme une envie d'un certain corpus d'obtenir quelque chose. Là, ça devient beaucoup plus compliqué parce que, encore une fois, tu as les mécaniques de harceleur-harcelé, mais tu auras peut-être plus de témoins médians, de médiateurs, pour trancher. Alors là, ça devient très, très compliqué. Aujourd'hui, c'est une question qui est assez peu tranchée. En France, on est un des pays dans le monde où on a le plus de problèmes de RH. On prend le plus d'anxiolytiques, et c'est pas par hasard. C'est parce qu'on est mauvais en feedback, on est mauvais en empathie. L'empathie n'est pas une valeur française. Et du coup, si vous connaissez Bricode, qui est quelqu'un de brillant, qui a ramené les théories du care dans le débat public des créateurs de jeux vidéo, voilà, elle parle bien du côté des hommes qui sont plutôt accros aux mécaniques de fight and flight, combattre et s'esquiver et se glorifier, par rapport à certains types de corpus, de physionomie, de dev, plutôt dans la féminité. Et bon, ça c'est encore des discussions un peu fines, donc faut pas trop généraliser, mais qui est de dire par rapport au fight and flight, on oppose le care, le soin des gens, l'amour, l'empathie et des choses comme ça. C'est des choses qui sont en opposition dans sa théorie, c'est très intéressant. Il y a souvent des mouvements médiums.
Mais quand tu as des mécaniques de masse, de groupes qui s'affrontent les uns aux autres, ça devient très compliqué de repartir des théories, de reformer les gens et de dire ben non, mais les gars, faut se parler, il faut mettre en place. Tu vois, nous, ça nous est arrivé où il y avait des moments où dans le studio, j'étais à côté de quelqu'un qui était au bureau à côté de moi et qui avait un problème, qui garde ce problème, et puis il m'en parle à la fin, quand c'est fini, la relation, elle est morte. Et à ce moment-là, on fait comment? C'est trop tard. Donc c'est fin et c'est pas bien étudié, et en France, on n'est pas bon là-dessus. Alors, c'est ce que GitHub fait. Du coup, c'est ce qu'ils ont mis en place récemment parce que justement, ils s'apercevaient que c'était trop... en gros, ils avaient cleané beaucoup de problèmes, mais il y avait quand même la problématique des clics qui reste à résoudre. Intellectuellement, même aujourd'hui, c'est un peu compliqué. Et du coup, ils introduisent du middle management justement pour essayer d'avoir des agents mitigateurs systémiques. Ils veulent systémiser la médiation et les choses comme ça. C'est encore un truc qui avance. Donc, je pense que c'est une bonne idée. Dans une start-up à 10 personnes qui sont des super talents, c'est difficile de justifier d'un poste de management, puisque le but, c'est qu'il soit mis en horizontal. Donc, il y a de plus en plus de modèles hybrides, et c'est un petit peu ce qu'on fait avec Edbang. Je vais peut-être juste mettre la slide. Ouais, je vais peut-être vous faire les théorèmes juste avant, parce que c'est bientôt fini. Une autre question? Ouais. On va prendre les dernières questions, sinon je vous laisse. Allez, dis-moi. Ouais. Je sais pas si tu connais bah, c'est l'entretien individuel en France. Ouais, c'est ça. Avec notre chef d'équipe, c'était une fois par semaine quand que les têtes étaient au bord. Puis c'était devenu peut-être une fois par mois quand on était en rush, c'est en stage de travail. Puis ce qu'on pouvait faire, c'est de dire un peu tout ce qu'on avait sur le cœur. Ouais. On se notait nous-mêmes, puis on discutait avec notre chef d'équipe à savoir si on pouvait faire une rencontre avec la personne avec qui on avait un problème. Donc c'était le chef d'équipe devenait le médiateur. Très bien ça. Puis ça nous empêchait, nous, en bon québécois, de péter une coche, d'aller voir notre compagnon de travail, compagne de travail, puis lui dire c'est notre façon de penser. Je sais pas si tu... C'est pas forcément un artefact que je retiens pour la simple et bonne raison qu'il est déployé par exemple dans les grands studios parisiens et ça mène à des abus politiques importants. Ça mène à des abus de politique. C'est-à-dire que du coup, l'agent médiateur est politiquement très placé dans le groupe. Et du coup, bah, par exemple, il y a un mec qui va dire bah, « Ouais, mais ça, je suis pas d'accord avec ça ». Le mec, il va lui dire « Bah ouais, mais on est tout seul, on a discuté de trucs tout seul, et bah, en fait, je m'en fous de ta gueule, quoi. » Et va mourir. Et c'est tout frais, hein, c'est des trucs dont je discute régulièrement. Et du coup, le one-on-one, c'est un artefact très intéressant s'il est bien fait. Et comme plein d'artefacts, même comme l'horizontal, c'est beaucoup des outils. Mais un outil peut être mal utilisé ou bien utilisé. Donc j'ai pas énuméré les outils. Enfin, j'ai un peu énuméré. On pourrait en parler longuement parce qu'il faudrait des heures et des heures pour parler des bons outils et comment on les utilise bien. Par exemple, dans les studios parisiens, sur le one-on-one, il y a une fiche où il y a le médiateur qui va évaluer la personne. Et à contrario, la personne n'a pas le droit d'évaluer le médiateur. Ok, nous, c'est très bien. L'évaluateur aussi se faisait évaluer par l'évaluateur. Voilà. C'est à double tranchant. J'ai eu un excellent chef d'équipe qui m'a beaucoup aidé au one-on-one. Mais ça change tout. J'ai eu un autre qui utilisait ce que je disais contre moi. Bien sûr, bien sûr. C'est pour ça que je commençais en disant quand j'étais dans une société verticale avec des boss adorables et géniaux, c'est parce que j'étais probablement sans doute plus heureux avec un bon boss qu'avec des mauvais associés parfois. Ça peut arriver. Il n'y a pas de... En fait, sous ce slide-là, il vient d'une discussion que j'ai eue avec quelqu'un du STJV et qui me dit « Putain, ce studio où on est, c'est l'enfer. Faudrait qu'on fasse quelque chose. Tu crois pas qu'on pourrait le transformer en scope ?» Et en fait, le romantisme de cette phrase m'a frappé, quoi. J'avais presque les larmes aux yeux en lui disant « Mais ça marche pas comme ça, la propriété privée. Tu peux pas générer une scope depuis un environnement toxique comme ça. » Et j'ai essayé de lui expliquer que tout ça, tu peux pas forcer les gens à rentrer dans un mécanisme comme ça. Et c'est là que je me suis dit aussi, c'est qu'on avait développé plein de techniques, plein d'artefacts qui étaient intéressants. Il fallait commencer à en parler, il fallait commencer à sortir un petit peu ça de nos locaux et de notre façon de faire, quoi.
Je vais juste prendre une question au téléphone. Comment on se forme à communiquer avec tout le monde? Des ressources à suggérer. Ça, faut vous rapprocher de formation RH, tout simplement. Demandez à ce que le studio soit formé avec des formations RH. Il y en a plein. C'est bien documenté, la gestion de crise. Vous pouvez contacter... Alors, je ne suis pas spécialiste de la gestion de crise, c'est plutôt Johan Sarels. Et je pense qu'il pourra vous orienter parce qu'eux, ils organisent des sessions de formation tous les X mois, je crois, sur ces sujets-là. Gestion de crise, des dynamitage RH, etc., etc. Donc ça s'évalue et ça se fait. Et il faut former les employés, de toute façon, ça c'est toujours bien, quoi. Mais on ne sait pas toujours à quoi. On ne va pas les former à Unity parce qu'ils connaissent déjà, peut-être que c'est des experts. Et peut-être que c'est le bon coup pour faire une formation RH pointue. Je prends une autre question et après je suis à toi. Comment on sort de la simple question de la comptabilité? Cette exploitation totale requise n'est-elle pas une forme d'aliénation? Ça, c'est une formation humaine à qu'est-ce que c'est que la rentabilité. C'est quelque chose qui commence à être pas mal exploré. Et on a pas mal discuté de ça avec plusieurs gens. Qu'est-ce qu'un projet rentable? Si aujourd'hui, vous me dites, est-ce que Double Kick Heroes est rentable? Je dirais que non, parce qu'il n'a pas remboursé ses frais. Est-ce qu'en termes d'image, il a apporté tellement de force et une marque qui va marquer un environnement culturel ou un environnement business qui laisse une empreinte sur quelques années et qui apporte une forme de rentabilité, soit culturelle, soit économique, soit dans la façon de faire les choses? Oui, pour moi, c'est quelque chose de très rentable. Ça m'est arrivé de faire des applications gratuitement. J'ai fait des applications, je les ai foutues sur l'iStore juste pour dire je sais faire des applications, elles ont eu des downloads et après ça me rapporte 20-30 000 € de contrat. Donc la rentabilité, ça s'évalue toujours avec beaucoup de critères. En France, on est toujours très économique, très au pied de la lettre, productivité. Une des premières formations, un des premiers atouts intellectuels à ce que les gens aient, c'est comment on évalue la rentabilité d'un projet. Qu'est-ce qu'on a appris? Qu'est-ce qu'on a apporté à la cause? À quelle cause? Est-ce que c'est rentable intellectuellement? Est-ce que c'est rentable économiquement? Parce qu'il y a plein de projets qui sont rentables économiquement et tous ici, on a fait des projets pourris, mais parce que le projet était cool et ça n'a rien rapporté. Mais on l'a fait et peut-être qu'on sera crédité pour ça, quoi. C'est à toi. Ouais, c'est juste pour rebondir sur ce que tu disais. Nous, on a fait pareil. En fait, on fait pareil, en fait, sauf que c'est pas des one-on-one, c'est des totales. On est que 3, donc c'est facile. Mais on appelle ça l'arrêt humaine et c'est une fois par semaine. Et en fait, chacun à son tour, on dit tout ce qu'on a à dire, en fait. Ah, c'est pas mal. Ça, c'est assez cool. J'aime bien. J'aime bien l'idée. Je te la volerai. Mais non, mais bon, c'est un truc qui est vachement important, que j'ai appris grâce à Adrien Forestier notamment, c'est qu'il y a beaucoup d'artefacts qui sont peu connus, peu documentés, peu référencés. Ce qu'on appelle un artefact, c'est par exemple une façon de formuler les choses, une façon de réunionner, une façon d'apprendre des mécaniques humaines. Et la communication de ces choses-là, et c'est très difficile à faire passer parce qu'il y a peu de gens qui valorisent le capital humain, le capital empathique, le capital culturel, avec une zone de mesure fine et importante qui lui donne l'importance que ça doit avoir dans le tissu culturel et socio-économique. Nous, pour expliquer un tout petit peu ce qu'on a fait, donc voilà, les losanges, c'est une problématique. Et à Headbang, ce qu'on a fait, c'est que quelqu'un peut soulever n'importe quelle problématique, elle est mise en jeu dans le groupe, on en discute. Par contre, en termes d'action, évidemment, celui qui propose la problématique, en général, il vaut mieux qu'il s'en charge, sinon il ne va rien se passer. C'est une organisation horizontale. Il n'y a pas d'allocation chez nous. Quand on va grandir, peut-être qu'on aura une mécanique d'allocation. Si la tâche doit rentrer en production, il faut qu'elle soit attribuée. Par exemple, Valve a mis en place un système d'open allocation qui permet de dire il y a des tâches à remplir là. On ne peut pas ne pas la faire. C'est le fameux théorème, si tout le monde est responsable, c'est de la faute de personne. Si personne n'est assigné à vérifier que, par exemple, les poubelles sont sorties, ben personne ne le fera jamais. C'est chiant, donc personne ne le fera. Donc ça, c'est la mécanique d'allocation, elle vient pour gérer ce genre de problème. Donc nous, on a cette mécanique-là. Par contre, on a cassé l'horizontalité, on a dit, par contre, tout le monde, il y a des gens qui ont un dernier mot dans le groupe. C'est pas forcément les effecteurs. Par contre, si ça relève de leur domaine de compétences, ils peuvent éventuellement complètement reprendre la tâche à leur compte et l'effectuer. Ce qui est important dans le renversement, c'est que ce n'est pas des responsables, c'est qu'ils ont le dernier mot sur le sujet. S'il faut faire différemment et qu'eux sentent que l'approche est tellement mauvaise ou tellement incohérente ou tellement pas la bonne qu'il faut remettre en cause la façon dont ça va être actionné, bah, soit ils vont dire non, il faut l'actionner comme ça, parce que là, on déclenche une discussion
où la personne va prendre le temps de tout expliquer en détail, de tout le cheminement intellectuel. Et souvent, ce qui est intéressant, c'est que les autres pourront appréhender, parce qu'ils vont dire « Ah, j'ai vu telle tâche à faire », mais le spécialiste, il a dit « Ok, ça se passe comme ça, comme ça, comme ça, je sais déjà ce qu'il va me dire. » Tu vois, c'est quelque chose qu'on a travaillé avec Guillaume, et où des fois, au début, il disait « Ah ouais, mais qu'est-ce que t'en penses ?» Il disait « Ouais, je sais pas, je suis pas expert, mais j'ai quand même mon doigt à dire. C'est pas forcément moi qui ai le dernier mot, mais je te conseille ça, ça. » Et il y a des sujets où j'avais le dernier mot, je dis « Bon, ok, on va prendre le temps. Ça, faut que toujours que ça. Par exemple, dans les safe zones, faut toujours qu'il y ait un petit mouvement, que machin. » Et à la fin, il dit « Ok, bah, quand je fais du contenu, je le regarde le lendemain, et je sais déjà ce que tu vas dire. » Et ça te permet de créer des paires vertueuses, des cercles vertueux. Tu mets en place des artefacts qui génèrent des cercles vertueux. Et ça te permet, cette logique de dernier mot, mais avec une obligation de s'expliquer, ça permet de mettre en place des process plus vertueux et on va être plus efficace parce qu'on a acquis du savoir-faire. En même temps, on va pas tourner autour du pot. Soit c'est fait, soit c'est pas fait. Et en général, c'est pas mal fait parce que quelqu'un qui a vraiment l'expertise, il va essayer de se documenter et d'avoir le dernier mot efficace là-dessus, quoi. Et il peut aussi killer la tâche. Si vraiment il dit non mais les gars, je sais pas, on va pas payer 1000 balles Mister MV parce que franchement ça nous a fait 5 vues, ça nous est arrivé, c'est dur à vivre. Comment on explique ça? Comment on discute de ça? Donc là, bah, moi si je suis en business et je dis ok, bah, moi j'ai vu ça comme chiffre, et est-ce que tu penses que du coup ça a fait du sens? Et c'est toi qui as le dernier mot, je te fais confiance, et tu vas me dire ce que tu en penses. Et là ça génère des discussions intéressantes aussi. Ouais, je me fais kiki. Ouais. Et du coup, à Edbank, on fait quelque chose d'hybride. On renverse l'action en disant qu'il y a quelqu'un qui est quand même responsable à la fin. Mais on a quand même une notion d'horizontalité. Donc on essaye d'avoir des modèles un peu intéressants. Le dernier truc qu'il faut dire, c'est que plus on a de salariés, plus il faut changer d'organisation. Le théorème d'Asimov, qui est déjà dans Fondation, c'est de dire qu'à chaque fois que tu doubles la taille d'un corpus social, il faut changer les règles de fonctionnement. Ça marche toujours, hein, c'est dans Fondation, le premier ou deuxième tome, je crois. Et ça, c'est des trucs... La psychohistoire qu'a créé Asimov, en tant que concept, c'est en train d'être étudié, ça devient une science. D'autres questions avant qu'on finisse viteuf? Pour préciser, parce que moi je trouve ça vraiment trop puissant et du coup je conseille de l'utiliser. Dans un premier temps, on dit notre ressenti dans la semaine passée par rapport au travail dans l'entreprise. En deux, on dit notre ressenti dans notre vie personnelle. Donc ça, on peut le faire parce qu'on est peu. Du style, on va dire, bah ouais, jeudi, je voulais draguer une fille dans un bar et elle m'a mis un vent et du coup, ah ouais, je comprends pourquoi vendredi t'allais mal à la réu et tout. Alors que je pensais juste que tu t'étais couché tard parce que t'avais fait la bringue et que du coup, tu prenais pas le projet au sérieux, etc. Et le troisième truc, c'est entre nous. Est-ce que moi, par rapport à toi, j'ai un truc à te reprocher et tout? Et du coup, on fait ça chacun son tour. Et s'il y a vraiment un conflit dans cette troisième partie, et ben on dit, ok, on fait un 1-1. On se réunit que à 2 parce que dès qu'on est plus de 2, il y a un spectateur, du coup ça devient un match et puis une discussion. Et voilà. Ça c'est bien, très bien. Et ça désamorce non seulement des conflits, et en plus ça tacle des potentiels conflits qui auraient pu se créer. Ouais, c'est super chouette, j'aime bien. Alors c'est très intéressant ce que tu dis, moi je trouve ça génial. Mais là vous êtes en fait en collaboration physique, enfin je veux dire vous êtes dans le même endroit, dans le même espace en général. Ah d'accord, donc vous arrivez à vous rencontrer, vous arrivez à vous rencontrer. Nous, on a très peu, on n'a pas de bureau, je suis seul au bureau. On travaille à 300 km tous l'un de l'autre. Et ce qui se passe, c'est que pareil, quand il y a un gros souci, on fait un one-on-one. Tu vois, il n'y a pas longtemps, bah, les ventes, elles n'étaient pas aussi bonnes que ce qu'on aurait voulu. Certains se sont mis la pression, ils n'étaient pas bien. Et à un moment, on a dit, ok, je comprends, les ventes, elles ne sont pas bonnes. Les chiffres, tu les avais. Tu savais que ça allait se passer comme ça, même si tu ne voulais pas l'accepter. Donc aujourd'hui, comment on fait pour sortir de cette impasse, pour continuer de travailler efficacement? Ce qu'on doit faire, on doit le finir. Donc il me parle, je parle, on voit comment on aménage ça. Effectivement, la réu humaine, c'est très intéressant comme concept. Les artefacts comme ça sont super bien parce qu'ils ont tous une échelle. Il y a des artefacts qui ne vont pas marcher à toutes les échelles, mais collecter le plus d'artefacts possible, c'est vraiment important. Moi, j'utilise beaucoup feedback sandwich, un feedback positif, un feedback négatif, dis pas trop crûment, avec un feedback positif overall, faire le tour de la question, voilà. Et le perfection game que je recommande à tout le monde hyper vivement, c'est quand on donne son avis, déjà on dit c'est mon avis. Et quand on donne son avis, si on n'est pas capable de suggérer des pistes d'amélioration, on ferme sa gueule.
on ferme sa putain de gueule et on apprend à comment le faire. Si tu dis c'est de la merde, tu fermes ta gueule. Tu n'as pas été capable de gérer tes émotions. Gérer tes émotions, c'est dire cette frame, je trouve que le retard, j'arrive pas à comprendre pourquoi elle est bon. J'arrive pas à comprendre pourquoi il est mauvais. Je te laisse tranquille. À mon avis, il y a un petit truc sur le retard. Pour moi, pour que cet anime soit 10 sur 10, bah, je vais regarder, je vais me documenter sur comment ça se passe un retard, etc. Et je vais essayer de mettre des mots sur ce que je vais te dire et de proposer une solution. Du coup, je vais te dire, ok, cet anime est 9 sur 10, je pense qu'il y a un tout petit problème sur le retard. Et pour moi, une fois que tu as fait ce retard, c'est 10 sur 10. 10 sur 10, c'est le point où on ne sait plus feedbacker. Et ça pousse aussi les gens à essayer de devenir plus experts, à se comprendre mieux les uns les autres, à devenir experts de sujets tiers. Un truc hyper important, mais vraiment crucial, parce que j'ai eu cette discussion avec certains d'entre vous dans la salle plusieurs fois. Quelqu'un qui est très expert, globalement, la plasticité du cerveau ne permet pas à quelqu'un de progresser en utilisant tout son cerveau s'il n'a qu'un seul domaine d'expertise. Les gens sont fondamentalement fabriqués pour avoir plusieurs domaines d'expertise, et quelqu'un qui a plusieurs domaines qui fait bien avancer sera plus performant, apprendra plus vite et sera plus exigeant que quelqu'un qui a un seul domaine tout petit, tout resserré. Et du coup, en utilisant des méthodes de feedback adaptées à la plasticité du cerveau de chacun, on peut aussi devenir meilleur, bien meilleur tous les uns les autres, instaurer des cercles vertueux et aller vers du mieux tous ensemble. Je crois que c'est bon.